tous, nous revoici sur Kotlin. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux boucles. Donc dans Kotlin, il y a deux types de boucles, la boucle for et la boucle while. Donc pour faire une boucle for, c'est un peu différent des autres langages de programmation. Donc dans les autres langages de programmation, on définit une variable qui va être l'index, on donne à cette variable une limite et ensuite on incrémente cette variable. Donc ça pourrait donner un truc du genre voilà i inférieur à 10 et i plus plus. Voici ce qu'on aurait sur les autres langages de programmation. Donc en Kotlin, hop, on va définir un index et on va lui dire qu'il sera situé entre 0 et 9. Et à chaque fois, on va faire un printline de l'index, par exemple. Voilà. Hop, donc là, si je lance mon truc, on voit que ça va de 0 à 9. Donc ici, on a utilisé un range qui est en fait l'ensemble des entiers compris entre 0 et 9. 0 et 9 étant inclus. Donc on lui dit, pour chaque index contenu dans cet ensemble de 0 à 9, tu imprimes cet index. Donc il va itérer en fait sur cet ensemble d'entiers. Alors c'est hyper pratique. Cette notation est quand même plus simple et plus lisible. Mais surtout, ça nous permet quelques petites choses, comme par exemple, on peut rajouter un step. Donc si je mets step 2, donc ici, le résultat, ça va être 0, 2, 4, 6, 8. Donc on lui a dit, tu parcours cet ensemble de 0 à 9, inclus. Et on a défini un pas de 2, c'est-à-dire qu'il va parcourir ce range de 2 en 2. Donc ici, 0, 2, 4, 6, 8. On pourrait se dire, bah oui, mais avec une boucle for classique, on peut initialiser i à 10, par exemple, et aller de 10 vers 0. Donc compter un rebours, en fait. Et bien ici aussi, on peut. Donc c'est juste une petite subtilité. Au lieu de faire un range, on va faire 10 et on va utiliser voilà, le mot-clé down to et 0. Donc ici, on va lui dire, pareil, hein, d'itérer, sauf que ça va pas être sur... enfin, ça va être un range, mais qui est construit différemment du range avec les deux points. Simplement ici, ce mot-clé va lui dire tu descends donc de 10 à 0. Et là, on est toujours par pas de 2. Donc voilà, hop. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Donc on a bien descendu de 10, compté à rebours, de 10 à 0 par pas de 2. Alors, avec la boucle for, donc on en parlera plus tard, mais lors d'un chapitre dédié aux collections. Mais si je fais, par exemple, une liste, eh ben, tiens, on va mettre, voilà, ce sera mieux sans faute. Alors, on va faire liste, décidément, alors là on va même pas mettre de type, on va juste faire list of et on va mettre des capitaux. Paris, Rome, Madrid,
on disait que c'était bien. Donc voilà une collection. Alors ça pourrait être un array list, un enum, enfin on verra ça plus tard, les différents types de collections. Mais donc voilà, c'est une liste composée de 3 strings. Alors maintenant, si je veux itérer là-dessus, eh ben c'est très simple. On fait for i in, ce coup-ci on lui passe capital. Et voilà, il a itéré sur l'objet capital. Donc à chaque fois, à chaque tour de boucle, on voit qu'il m'a ressorti la valeur dans la liste. Donc là c'est bien beau, mais imaginons que j'ai besoin aussi, en même temps que je récupère la valeur, j'aimerais récupérer l'index. Donc pour ceci, sur Capital, je vais utiliser une méthode qui s'appelle withIndex. Alors withIndex va renvoyer 2 valeurs. La valeur proprement dite et l'index. Donc pour ceci, il va me falloir 2 variables. Donc ici, on va mettre virgule V. Donc I pour l'index, V pour la valeur. En fait, chaque fonction ne peut renvoyer qu'une seule valeur. On ne peut pas, comme en Go par exemple, avoir plusieurs valeurs de retour. Par contre, on peut très bien avoir un ensemble de valeurs. Donc, comme ici, on peut récupérer une seule valeur qui est une liste, mais qui comprend plusieurs éléments. Donc, c'est ce que va nous renvoyer Capital withIndex. Donc, il va nous renvoyer un ensemble de 2 valeurs. Donc, quand on reçoit un ensemble comme ça, donc ici, de 2 valeurs, mais ça marche avec plus aussi, et qu'on veut les assigner à des variables, donc tout simplement, on met ces variables entre parenthèses et séparées d'une virgule. Donc là, ici, j'ai mis entre parenthèses I pour l'index et V pour la valeur. On va se faire juste une petite chaîne de caractères. Donc ici, on va mettre l'index avec juste une petite flèche et on va mettre la valeur. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc index 0 Paris, index 1 Rome, index 2 Madrid. Donc ça marche pareil. Si vous faites une fonction qui va renvoyer une liste, par exemple qui renverrait cette liste, donc qui renverrait capital avec donc une liste de trois valeurs. Vous pouvez soit créer une nouvelle liste en fait à partir des valeurs contenues dans capital, soit vous pouvez redistribuer ces valeurs sur le même nombre de variables. Alors il faut impérativement qu'il y ait le même nombre de variables. Ici je vais récupérer un ensemble de 2 valeurs, donc il va falloir que je les stocke dans 2 variables. Donc si toutefois je voulais en ignorer une, pour une raison X ou Y, à l'assignation je veux en ignorer une. Finalement moi j'aurais besoin que de la valeur. Et donc hop, voilà, je fais mon petit bazar. Donc je récupère que ma valeur et puis on n'en parle plus. Avec withIndex, c'est pas possible. Il faut que j'enlève withIndex. Si je veux récupérer qu'une seule valeur, bon voilà, j'ai juste enlevé withIndex. On est d'accord. Mais si c'était pas une méthode, si effectivement on me renvoyait à chaque fois 2
valeurs, donc l'index et la valeur située à cet index. Avec une seule variable, je ne peux pas récupérer. On voit bien, ça me renvoie un truc de type indexedValue avec l'index 0 et la valeur. Donc si je reçois et que je mets qu'une variable, elles vont être assignées directement les deux dedans. Donc moi, ça ne me va pas, cette histoire. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Donc, là où on a été. Donc moi, ce que je voudrais, c'est uniquement récupérer la valeur. Alors oui, bon, simplement, je pourrais faire comme ça. Et auquel cas, bon. Bim. Mais c'est pas très propre et je risque d'avoir des soucis à la compilation. Donc pour les variables, on peut utiliser n'importe quel nom. Ici, c'est i et v pour index et value, mais j'aurais pu mettre index en toutes lettres et value en toutes lettres. Je pourrais leur donner les noms que je veux. Par contre, il y a un nom, entre guillemets, réservé, c'est le underscore. Donc underscore, comme on a pu voir dans un chapitre précédent, il est ignoré quand on l'utilise dans des chiffres. Il permet juste une meilleure lisibilité du chiffre. Et donc ici, ça va être pareil. Ici, ça va être ignoré. C'est-à-dire que on va lui assigner l'index, mais il ne va pas être pris en compte. Si je remets mon index ici, voilà. Oui, ben non. Ben du coup, on voit que c'est... Oui. Donc maintenant, je peux lancer mon programme. On voit que j'ai plus de message d'erreur qui apparaît furtivement. Et du coup, mes deux valeurs sont quand même bien distribuées entre les deux variables. Sauf que celle-ci, du fait que c'est un underscore, elle n'existe pas, mais elle est quand même dispatchée. Simplement, elle est ignorée. Alors j'aurais pu très bien faire l'inverse. Mettre i ici, pour ne récupérer que l'index. Donc bien sûr ici, changer dans ma chaîne de caractères. Hop, et là, je n'ai que les index. Et toujours pas d'erreur, pas de souci particulier. Donc voilà, quand on reçoit plusieurs valeurs d'un coup, on peut les assigner dans plusieurs variables, mais il faut qu'il y ait bien le même compte de variables que le nombre de valeurs reçues. Et surtout, on peut à ce moment-là en ignorer en mettant simplement un underscore. Voilà. Alors, un autre truc que l'on peut faire avec l'itérateur de la boucle for, c'est, on va remettre l'index. Voilà, on va mettre juste i parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, un autre truc à savoir, c'est que on se rappelle bien que tout est objet dans Kotlin. Donc ici, je peux même itérer sur une chaîne de caractères. Parce qu'une chaîne de caractères, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau, une liste, enfin, c'est un ensemble de type char mis bout à bout. Donc, comme c'est un ensemble, ben, on peut très bien itérer dessus. Donc ici, hop, on va voir que à chaque tour de boucle, bien, il va me sortir une des lettres du mot. Donc voilà à peu près pour la boucle for. Donc on va voir maintenant la boucle while. Ça va être assez rapide parce que la boucle while, elle fonctionne comme dans la plupart des langages. Donc je vais définir une variable index que je vais initialiser à 0. While tant que par exemple l'index est inférieur à 6, on ne va pas la faire tourner non plus indéfiniment. On va faire println de index. Alors on n'oublie pas
d'incrémenter à chaque tour de boucle notre index. Sinon, notre index, lui, va être à chaque tour de boucle à 0. La condition va être vraie. La condition ici va être vraie à chaque tour de boucle. Et donc, on aura une boucle infinie. Et normalement, tout plante. Donc voilà, on est parti. Hop. Donc voilà, ça fonctionne exactement comme les boucles while dans tous les langages de programmation. On a aussi la version do while qu'on peut trouver dans certains langages de programmation. Alors, hop, do while, qui permet, quoi qu'il en soit, de faire au minimum un tour. C'est-à-dire que ici, donc la boucle, elle tournera tant que i sera inférieur à 6. Donc si je mets 10 ici, voilà. Donc en fait, il va exécuter ce bloc de code et après, il va vérifier la condition. Et donc, il s'aperçoit bien que ici, i est supérieur à 6, donc la condition est fausse, donc la boucle s'arrête. Alors que si j'avais fait le while normal, voilà, eh bien ça, voilà, ça se serait arrêté sans que le bloc de code soit lancé. Donc do while permet de lancer le bloc de code au moins une fois, quel que soit l'état de la condition, qu'elle soit true ou false. La boucle tournera au moins une fois. Tandis qu'avec while, si la condition est fausse, dès le départ, eh bien, le bloc ne s'exécutera pas. Voilà donc autre chose. Alors, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va faire une boucle, donc avec un index dans un range de 1 à 6. Ouais, on va pas s'embêter. Pas faire des trucs trop longs. Voilà. Ici, je vais mettre une boucle for de J. On va utiliser le même range. Je vais faire un print line de J. Voilà. Donc on va lancer cette boucle. Donc cette boucle, elle va imprimer de 1 à 6, et comme elle est contenue dans une boucle qui va faire cette boucle 6 fois, donc 6 fois, il va m'imprimer, il va m'afficher les chiffres de 1 à 6. Donc on peut casser la boucle entre guillemets avec l'expression, avec le mot-clé break. Donc comme dans beaucoup d'autres langages. Alors ici, si je mets break, il va mettre 6 fois 1. Parce que donc il va démarrer le premier tour de cette boucle. Donc dans cette boucle, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? On lui demande de lancer une boucle 6 fois qui va imprimer l'index de cette même boucle. Donc ici, il va lancer son premier tour de boucle, il va imprimer l'index, donc ça va être 1, puisque c'est le premier tour de boucle. Et là, on casse la boucle. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, cette boucle-là s'arrête, et la boucle principale, voyant que cette boucle-là est finie, tac, passe à la deuxième itération. Et ainsi de suite. Cette boucle-là s'arrêtant à chaque fois à l'index 1, donc,
il va nous imprimer 6 fois 1. Donc on aimerait depuis cette boucle carrément tout stopper. Donc imaginez qu'on ait une condition et que à un certain moment on veuille carrément tout arrêter. Mais depuis la boucle secondaire. Eh bien avec Kotlin on peut. Donc ici on va utiliser le label loop. Donc ici en fait simplement on donne un nom à notre boucle. Donc ici on l'a appelé loop. Et ici on fait break at loop. D'ailleurs vous voyez il nous le propose. Voilà. Et maintenant si je lance, voilà, j'ai juste 1. Donc c'est-à-dire que ici on lui a dit arrivé à cette ligne. Bon alors tu casses la boucle, mais par contre tu la casses pas ici à cet endroit, tu vas la casser à l'endroit désigné par le mot-clé loop, par l'étiquette loop. Alors ici j'ai utilisé loop parce que c'est une boucle, mais on peut très bien l'appeler Toto. Voilà. Vous voyez que ça ne pose absolument aucun problème. Je l'ai appelé loop parce que voilà, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Mais de toute façon, si vous avez plusieurs boucles comme ça dans votre programme, il faudra bien le nommer autrement. Donc on peut lui donner vraiment le nom qu'on veut. Ça, c'est pas un problème. C'est juste une étiquette. Donc ici, moi, ça me permet de faire un break sur la boucle, mais de lui dire, ben voilà, tu fais un break à cet endroit. Et non plus dans cette boucle-ci, tu vas casser cette boucle-là. Donc on pourra avoir comme ça tout un tas de boucles et envoyer avec des conditions, envoyer, casser celle qu'on a envie. Et non pas celle où est le mot-clé break. Donc concrètement ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais sachez que voilà, on a cette possibilité. On peut donc casser les boucles comme on fait dans n'importe quel langage, mais aussi on peut casser une boucle à un autre endroit simplement en lui collant un label. Donc ici, voilà, hop, et ici on va remettre. Donc le label c'est un nom suivi de l'arrobase et on fait break arrobase et le nom du label. Voilà. Donc encore une petite chose concernant le range. Donc si je fais un range de 1 à 6, le range est un objet à part entière. C'est un ensemble de plusieurs valeurs. Donc du fait que le range est un objet à part entière, il a des méthodes. Alors du fait de sa syntaxe particulière, les deux points, on va le mettre entre parenthèses pour pouvoir lui appliquer les méthodes. Sinon ça ne fonctionne pas à cause justement de sa syntaxe avec des points. Il suffit juste de le mettre entre parenthèses et on voit qu'on peut faire des for each. Alors le for each, c'est l'équivalent de cette boucle-là. Donc si je fais for each println, donc là je mets pas la valeur tout de suite. Donc si je fais ceci, ça équivaut à ceci. Oui, une petite chose en passant, on peut hop là. Voilà, on peut faire le mettre en ligne, ça ne pose pas de souci. Hein. Println i.
Ouais, avec un T, ce sera mieux. Voilà. Donc en fait, ceci est l'équivalent de cela. Je vais commenter ceci. Alors ici, on dit dans le range de 1 à 6, on récupère l'index et à chaque fois on l'imprime. Donc là c'est pareil, on prend un range, donc on va le mettre entre parenthèses. On va lui appliquer la méthode forEach et forEach en fait va prendre chaque élément du range et à chaque élément elle va faire quelque chose. Donc je vais la commenter aussi celle-ci, voilà. Donc par contre ici, là, dans la boucle for, on a i. On a déclaré i comme variable, donc i sera l'élément qui sera dans cette collection, entre guillemets. Et donc là, on voit bien qu'on imprime chaque élément. Là, on imprime i à chaque fois. Mais ici, qu'est-ce qu'on va imprimer? Alors ici, c'est un mot-clé qui est it. D'ailleurs, on voit que it ici, c'est un int. Maintenant, si j'avais affaire à une string, ici, ce serait autre chose. On va déjà faire ça. Voilà. Donc, ce qui nous prouve bien que range est un objet, est une collection, en fait, puisqu'on peut lui appliquer des méthodes. Donc maintenant, si j'avais une chaîne de texte, par exemple, alors, je vais enlever it pour vous montrer, je remets it, et là on voit ce que je vous ai déjà dit, à savoir que les strings, en fait, sont une collection. Comme le range est un ensemble de int, et bien hello, qui est une string, c'est en fait un ensemble de chars. Là, on le voit bien là-dessus. Et donc, si je relance mon programme, voilà, il va bien itérer sur la string. Donc, en fait, it, dans un forEach, représente simplement la valeur. C'est l'équivalent de i ici dans une boucle for. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour les boucles. Moi je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour le prochain chapitre qui portera sur les structures conditionnelles. Salut et à bientôt.